il est là. Je dirais même mieux, ils sont là puisque Étienne Klein aussi nous a rejoints, il est même arrivé avant Michael Fossel. Voilà, mais ouais, on est quand même très heureux de les voir, avec tout le souci qu'ils nous ont fait faire. Ils n'y sont pour rien, bien évidemment. Alors, pour poursuivre cette soirée, voici le temps d'accueillir notre parrain que vous connaissez maintenant, Michael Fossel. Il arrive pour la 3e fois dans nos Pyrénées. Il va nous donner un éclairage savant pour sa conférence inaugurale, mais aussi, c'est une confidence, je voulais vous dire que c'est un homme délicieux, qu'on apprécie beaucoup. Il est empreint de générosité, je le mets un peu mal à l'aise, mais c'est pas grave. Voilà, nous l'apprécions beaucoup. Je dois dire aussi qu'il est considéré comme l'un des philosophes les plus brillants de sa génération. Il est professeur à l'école polytechnique. Il est conseiller à la direction de la revue Esprit. Il co-dirige la collection L'Ordre philosophique aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, pour coller à notre thématique, Michael Fossel va nous sensibiliser en abordant la question qui interpelle: qu'est-ce que le temps perdu? Voilà, bienvenue Michael, merci d'avoir accepté de poursuivre ton engagement à nos côtés. Merci mille fois, tu as la parole, c'est quand tu le veux. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Rosemary, merci aux organisateurs pour cette invitation et toutes mes excuses au public. Bonjour à tous et à toutes pour ce retard qui vous aura fait perdre un peu de temps, hein, mais il n'y avait pas là de volonté évidemment. Alors je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer précisément, quoique je parlerai un petit peu de l'ennui d'ailleurs assez rapidement, pour essayer d'introduire à cette notion immense qu'est la temporalité et le temps, le rapport que nous entretenons avec cette dimension de l'existence. Le temps est, non pas par goût particulier pour la nostalgie, je voudrais justement réfléchir avec vous à la notion de temps perdu. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que nous avons perdu du temps, que nous sommes en train de le perdre, alors que le temps pourrait être considéré, et sans doute Étienne Klein en parlera aussi demain, comme une dimension, je dirais, objective de l'expérience. Le temps, ça se mesure, le temps, ça se calcule, le temps, éventuellement, ça se prévoit. C'est l'objet d'une science, ou même de plusieurs sciences, en particulier de la physique. Mais lorsque nous disons, ou quand nous employons la formule « temps perdu », alors, nous n'envisageons pas le temps comme une quantité, mais comme une qualité. Le temps perdu, c'est le temps qui ne passe pas. Et le temps perdu, évidemment, ça apparaît paradoxal de ce point de vue-là, parce qu'on pourrait penser que la nature du temps, c'est de passer. Les philosophes qui réfléchissent sur le temps parlent souvent du paradoxe selon lequel, au fond, le temps, on ne peut pas le saisir parce qu'il passe, et il passe de l'avenir dans le présent, et du présent dans le passé, et au fond, comme une espèce de point de fuite de l'expérience, il serait insaisissable. Alors que se passe-t-il, si je puis dire, quand ça ne passe pas, ou quand le temps ne passe pas, c'est-à-dire quand un temps qui peut être objectivement le même, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, même quelques secondes, apparaissent comme interminables. Alors pour le comprendre, je vais commencer justement, c'est-à-dire pour comprendre cette dimension qualitative du temps, le fait que nous ne vivons pas même le même temps, la même durée de temps, de la même manière selon la situation dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, je vais commencer par évoquer justement cette expérience, sans doute la plus courante, la plus habituelle de ce temps que l'on perd, à savoir l'ennui. Dans l'ennui, justement, on dit ou on considère qu'il y a plusieurs formes d'ennui, je vais y venir, mais que le temps, d'une certaine manière, ralentit. En un sens, que le temps, précisément parce qu'il ne passe pas, faute d'activité, faute de choses à faire, ou faute d'intérêt à notre situation, eh bien, c'est comme si le temps se figeait. Comme si le temps devenait interminable, ressemblant par là, paradoxalement, à son autre. Et l'autre du temps, c'est l'éternité.
Quand on dit, au fond, ça dure une éternité, une conférence, ça peut arriver, j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir, dure une éternité, eh bien on veut dire précisément qu'elle nous ennuie, qu'elle ne passe pas. Le temps traîne en longueur dans l'ennui. On le perd, et on peut, au fond, le perdre de diverses manières dans l'ennui. Par exemple, on peut être ennuyé par quelque chose. C'est l'exemple que j'ai pris à l'instant, par une conférence, par un film, par quelque chose qui se déroule dans le temps, mais qui, pour une raison ou une autre, ne suscite aucune attention de notre part. Au fond, on est ennuyé par cette chose, par cette personne, par cette conversation, par ce film, par cette conférence. C'est la première forme de l'ennui que le philosophe Heidegger a analysée. La deuxième forme qu'il a analysée, ce n'est pas s'ennuyer, être ennuyé, pardon, par quelque chose, mais c'est s'ennuyer à quelque chose. Par exemple, je m'ennuie en faisant quelque chose, ou je m'ennuie en répétant, c'est souvent lié à des activités qui sont des activités mécaniques, qui sont des activités, je dirais, qui s'approchent plutôt du rite. Je m'ennuie, c'est-à-dire ici à quelque chose à faire ou reproduire des mouvements, des gestes, des actions qui, d'une certaine manière, prennent la figure de la répétition. On est ennuyé soit, encore une fois, par quelque chose qui se fait devant nous, une conférence, un film, soit par quelque chose que nous faisons, mais que nous faisons sans y mettre la moindre inventivité, la moindre créativité, le moindre intérêt, et là c'est la figure de la répétition. Alors en général, quand on est ennuyé par ces deux grandes figures de l'ennui, ou ces deux premières figures de l'ennui, il y a une solution de repli, une solution qui nous permet justement d'échapper un peu à l'ennui, c'est précisément de recourir à ce qu'on appelle de manière significative un passe-temps. Un passe-temps, c'est ce qui permet justement d'aider le temps à passer, et sans doute d'ailleurs à passer plus vite, et d'une certaine manière, c'est une chose qui a beaucoup préoccupé les philosophes, en particulier un dont je vais parler maintenant, à savoir la nécessité que nous avons face à l'ennui, il faut essayer de comprendre pourquoi, de nous divertir. Et divertir doit être ici pris au sens littéral du terme, c'est-à-dire de faire un mouvement de rotation, c'est-à-dire de ne pas avoir les yeux en quelque sorte ou le regard happé par l'ennui, mais de trouver dans le monde une activité qui nous permette de ne pas voir le temps passer, donc un passe-temps. Je dirais que la forme la plus profonde de l'ennui, la troisième forme dont parlait Heidegger, c'est le type d'ennui, l'ennui radical, l'ennui indépassable, où eh bien, il n'y a pas de passe-temps possible. Le temps ne passe pas, et quoi que nous fassions, pour essayer de nous divertir, effectivement, nous n'y arrivons pas. Et je dirais que pour que l'homme, l'être humain, ou la femme évidemment, ne puisse pas se divertir, pour que tout divertissement lui échappe ou soit impossible, il faut vraiment qu'il soit face à un ennui profond, parce que l'ennui, c'est probablement, enfin le divertissement, pardon, c'est probablement l'activité la plus constante de l'être humain. Et là, je me réfère à un philosophe, Pascal, dont sans doute vous avez entendu parler d'abord biographiquement, je veux dire, mais aussi au moment, si vous vous en souvenez, grande période, je dirais, peut-être d'ennui, en tout cas pour certains, pour moi en tout cas, les grandes périodes de confinement où Pascal était rituellement cité à la radio, à la télévision, parce qu'il a écrit, je le cite de mémoire, « Tout le malheur des hommes ou de l'homme vient de ce qui ne peut pas rester en repos dans sa chambre ». Alors on citait cette formule pour décrire au fond la tristesse qui était liée à ce confinement, c'est-à-dire au fait d'être enfermé. Mais la thèse de Pascal, c'est véritablement de dire le malheur de l'homme vient de ce qui ne peut pas rester seul dans sa chambre parce qu'il s'y ennuie, c'est-à-dire que l'ennui, c'est véritablement ce que nous fuyons en permanence. Et la question profonde que pose Pascal, c'est de savoir, mais qu'est-ce que nous fuyons, et que parfois on ne parvient pas à fuir, dans la troisième forme de l'ennui, la plus profonde, qu'est-ce que nous fuyons à ce point? Qu'est-ce qui explique et justifie que le fait de ne rien faire, ou le fait d'être confronté à un temps qui n'est pas un temps rempli, le fait d'être confronté à un temps qui soit un temps vide, un temps affecté d'une certaine lenteur, c'est ça l'ennui, comment expliquer que nous ne supportions pas le sentiment de perdre notre temps?
Et la thèse de Pascal, on la devine, c'est que si on ne supporte pas de perdre notre temps au point qu'on va se divertir, je vais y revenir, on se divertit en permanence, eh bien sa thèse, c'est de dire que quand nous perdons notre temps, lorsque nous nous ennuyons, nous sommes susceptibles de nous rendre compte que nous avons toujours déjà perdu le temps. C'est-à-dire que le temps de la vie, est un temps qui est un temps précaire, qui est menacé en permanence par la possibilité de la mort. Vous avez attendu pendant 1 heure davantage que de ma venue, mais en plus vous voyez qu'on parle de choses très joyeuses, je m'en excuse. Mais le temps, évidemment, c'est difficile, peut-être impossible de l'aborder totalement indépendamment du fait que la temporalité, c'est la dimension même de notre existence, au sens où elle a un commencement et ici une fin. Alors, Pascal, c'est un philosophe chrétien, certes, donc il a une certaine conscience, je dirais, de la mort, mais qui va insister sur ce qu'il y a au fond de prodigieux, bien sûr il le critique, mais en même temps de prodigieux dans la capacité qu'ont les hommes à se divertir au fond, de leur mortalité. S'ils ne veulent pas s'ennuyer, c'est qu'ils ne veulent pas être, si nous ne voulons pas nous ennuyer, c'est que nous ne voulons pas être confrontés, au fond, à un temps vide, et un temps vide, c'est déjà une anticipation de la mort. Quelque belle que soit la comédie, écrit Pascal, le dernier acte est sanglant. Un peu de terre sur la tête, et en voilà à jamais. Alors, quelque belle que soit la comédie, le dernier acte est sanglant, la comédie en question, c'est la comédie du divertissement. Et le divertissement, la grande idée de Pascal, donc, c'est de nous dire qu'au fond, le divertissement, il le condamne, et avant de le condamner, il essaie de l'expliquer, d'en rendre compte. C'est un objet d'inventivité humaine prodigieux. N'importe quoi peut nous divertir, puisqu'au fond, il y a une telle urgence, une telle angoisse, en quelque sorte, pour éviter l'ennui, que l'homme, c'est l'animal capable de divertissement. Il a tout ce qu'il a inventé pour Pascal, y compris la science, y compris la philosophie, y compris l'art, mais a fortiori évidemment les plaisirs, les joies sensuelles et sexuelles, le vin, le plaisir de la chair, etc. Ce sont des divertissements. Toutes les inventions culturelles, pourrait-on dire, en un sens, sont le fait d'un animal, l'homme, un animal qui est angoissé par ce temps qui fonctionne chez lui en quelque sorte comme une menace permanente. Le grand modèle que Pascal utilise pour penser le divertissement, c'est la chasse. Et la chasse, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que ce qui intéresse l'être humain dans la chasse, c'est les chasseurs, mais la chasse, c'est une métaphore de l'existence, ça peut être la chasse au sens littéral ou au sens symbolique, la chasse des plaisirs, la chasse sensuelle, la chasse liée à la profession, enfin à l'ambition, pardon. Ce qui est très prodigieux dans l'analyse, je trouve, de Pascal, c'est qu'il dit que ce qui dans la chasse importe, ce n'est pas la prise, mais la chasse elle-même. Ce qui fait que nous sommes des chasseurs, quel que soit le domaine dans lequel nous utilisons ou nous pratiquons cette activité, ce n'est pas le désir de posséder, ou en l'occurrence ici de tuer la proie, mais c'est la chasse elle-même, c'est-à-dire l'activité, le mouvement qui nous rapporte à la proie et qui nous permet justement de nous divertir de l'ennui. Pascal écrit, je le cite, là, quand un soldat se plaint de la peine qu'il a, ou un laboureur, qu'on les mette sans rien faire. Autrement dit, un soldat, précisément, et malheureusement le contexte est très militaire aujourd'hui, mais un soldat, ça pourrait dire, c'est quelqu'un qui précisément a une activité sérieuse. Le laboureur aussi a une activité sérieuse, c'est-à-dire une activité qui n'est pas de divertissement, et donc d'où la plainte qu'il peut avoir, de mettre d'ailleurs sa vie en danger. Eh bien, la réponse un peu ironique de Pascal, et tout à fait intransigeante, c'est de dire, eh bien, il se plaindrait encore davantage, un soldat, mais par extension, n'importe qui est pris dans une vie professionnelle relativement intense, se plaindrait davantage si on le laissait sans rien faire, c'est-à-dire seul face au néant qui constitue en quelque sorte son existence. N'importe quoi plutôt que rien. Voilà ce qui pourrait nous rattacher au fond au désir frénétique de ne pas perdre notre temps, c'est-à-dire de ne pas nous rendre compte que nous l'avons en définitive déjà perdu. Qu'est-ce que c'est que se divertir? C'est prendre un objet infini, la chasse, le plaisir, le calcul, les mathématiques, la science, dit Pascal, et dans une
j'ai malheureusement pas noté la formule, une formule un peu folle. Pascal dit n'importe quoi est bon pour nous consoler, et il dit Dieu, mais aussi les oignons, les légumes, la lèpre, l'inceste, et il se fait une citation comme ça, pas à la Prévert du tout, une citation un peu étonnante et même un peu folle, mais je pense de tout ce que nous faisons dans notre vie, y compris des choses étranges, la maladie, etc. Mais ce n'est pas que Pascal est devenu fou, c'est qu'il a voulu épouser la folie de l'être humain, qui est capable d'investir un intérêt, une passion dans n'importe quel objet, y compris, il peut être fasciné par les poireaux, je crois que c'est ici les poireaux, les oignons, autant que par Dieu. Il n'y a pas que le chasseur qui soit le modèle du divertissement, de celui qui ne veut pas perdre son temps, et vous noterez d'ailleurs que souvent ceux qui ne veulent pas perdre leur temps, les libertins qui se divertissent, comme le dit Pascal, c'est précisément eux que socialement on juge comme ceux qui perdent leur temps. Cesse de perdre ton temps, est une activité sérieuse, fais de l'économie, travaille, crée ton entreprise, et cesse d'aller dans les bars. Bon. La thèse de Pascal, c'est que les activités sérieuses, apparemment socialement sérieuses, sont probablement les activités les plus divertissantes, en réalité, c'est-à-dire celles qui réclament de notre part une grande énergie pour oublier que nous sommes mortels. L'autre grand modèle, c'est le joueur. Le joueur, dont Pascal nous explique que, je vais lire d'ailleurs une citation, que en réalité, si on lui offrait la même somme que celle qu'il risque de gagner ou de perdre d'ailleurs, si on la lui offrait, si on la lui donnait, il ne voudrait pas jouer. Autrement dit, il ne joue pas seulement pour le gain, il joue pour le jeu, de même que le chasseur chassait pour la chasse, c'est-à-dire pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas perdre son temps. Tel homme passe sa vie sans ennui, écrit Pascal, en jouant tous les jours peu de choses. Donc là, c'est le gentil joueur, c'est le joueur qui joue une petite somme quotidienne. Donnez-lui tous les matins l'argent qu'il peut gagner chaque jour, à la charge qu'il ne joue point. Donc, donnez-lui la somme qu'il peut gagner, mais à condition qu'il ne joue point. Vous le rendrez malheureux, dit Pascal. On dira peut-être que c'est qu'il recherche l'amusement du jeu et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien, il ne s'y échauffera pas et s'y ennuiera. Autrement dit, on joue, pas seulement pour s'amuser, pas seulement pour gagner. En réalité, on joue pour ne pas, au fond, être confronté au sérieux de la vie, c'est-à-dire au sérieux, en réalité, si je puis dire, de la mort. Qu'est-ce que c'est qu'un joueur? Et encore là aussi, le jeu, c'est pas seulement le jeu au sens littéral du terme, c'est les jeux de l'amour et du hasard. Eh bien, le jeu, c'est quelque chose, c'est une activité, un divertissement, qui nous permet, et là c'est encore plus vrai pour les jeux de hasard et pour les jeux d'argent et de hasard, si je puis dire, casino si on veut, c'est un jeu qui nous permet de maîtriser, c'est une pratique, pardon, qui nous permet de maîtriser l'immaîtrisable. Si vous lisez Le Joueur de Dostoïevski, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il met alors c'est pas un pion, c'est une plaque sur non, il joue à la roulette russe. Pas à la roulette russe, à la roulette, pardon. Il joue à la roulette, mais à chaque fois qu'il joue ou qu'il demande un numéro, eh bien, il a une tension jusqu'à ce que le numéro sorte ou ne sorte pas, qui est similaire à celle qui est au cœur de toute l'activité pour Pascal de notre temporalité, la question du salut. Celui qui joue, c'est celui qui va vivre ou mourir. Il joue tout, c'est pour ça d'ailleurs que la métaphore ou l'image de la roulette russe m'est venue à l'esprit spontanément. Dans le jeu, il y a toujours cette idée de jouer avec la mort, et jouer avec la mort, c'est une manière, en un sens, de la maîtriser. Le joueur passionné, c'est celui qui va jouer sa vie, littéralement, sur un coup. De même que le séducteur passionné va jouer sa vie sur une séduction, le trader passionné va jouer sa vie aussi sur un coup, cette fois-ci boursier, c'est-à-dire, au fond, une manière de ramener le problème, je dirais, de la mort et du temps qui risque de s'arrêter pour nous, de le ramener dans les raids de notre existence, puisque le jeu, on peut d'une certaine manière le maîtriser et y survivre. Évidemment, la thèse de Pascal, c'est que le jeu, la chasse, le divertissement en général, sont des échappatoires, qu'ils ne nous permettent pas, évidemment, d'affronter le vrai problème que nous avons à affronter, qui va m'amener au deuxième point, deuxième occurrence, du temps perdu, du temps que l'on perd. Pour Pascal, évidemment, cela ne suffit pas à nous consoler. La seule chose qui puisse, je l'indique, et chacun en fera ce qu'il voudra, et je ne prends pas parti, la seule chose qui puisse nous consoler vraiment, c'est-à-dire, au fond, la seule chose qui puisse répondre à l'attente
angoissée que l'ennui révèle, ou à la peur angoissée que l'ennui révèle, eh bien c'est de nous mettre à genoux et de prier Dieu, celui qui peut, en quelque sorte, nous sauver. Le pari de Pascal, ce serait encore un élément d'ailleurs de jeu, J-E-U. Le pari de Pascal, c'est le pari qui est rendu nécessaire par un calcul de probabilité qui fait qu'au fond, plutôt que de nous divertir, eh bien, affrontons notre condition humaine, c'est-à-dire notre misère, mais reconnaissons aussi notre grandeur, et tournons-nous vers Dieu pour qu'il nous sauve de ce temps qui nous angoisse. Alors j'ai dit que ça allait me permettre d'invoquer ou d'évoquer, pardon, un deuxième aspect lié au temps que l'on perd, ou à ce que l'on signifie quand on parle du temps perdu. Pour l'instant, j'ai évoqué par l'ennui, par le divertissement, ou plutôt par l'ennui en tant que le divertissement y répond. Le divertissement, c'est, on pourrait résumer, j'anticipe pas sur ce que dira Étienne Klein demain, mais c'est ce qui nous permet d'accélérer un peu le temps. Le divertissement, c'est ce qui nous permet de faire passer ce temps qui ne passe pas et qui, dans l'ennui, nous angoisse. Ici, c'est bien le temps comme tel qui est vécu sur le mode de l'ennui. Mais quand on parle du temps perdu, on parle aussi, ou on pense aussi, je crois, à ce que nous avons perdu dans le temps. C'est-à-dire au passé, et à l'intérieur du passé, à tout ce qui, justement, est dépassé. C'est-à-dire ce qui est derrière nous et ne reviendra pas. Alors, de ce point de vue-là, la philosophie aussi, liée d'ailleurs à la religion, peut-être on y reviendra dans les questions, mais je vais rester sur la philosophie a produit un certain nombre, je dirais, de remèdes à cette dimension-là du temps perdu, c'est-à-dire à la dimension de la perte, et ces remèdes, on peut les penser ou les aborder à travers la notion de consolation. Et ce que je voudrais montrer, c'est que nos stratégies à l'égard du temps perdu, ou nos stratégies à l'égard de ce que nous avons perdu dans le temps, des amis, des amours, la jeunesse, l'innocence, enfin, tout ce que l'on peut perdre parce que le temps a cette dimension aussi d'érosion, de disparition. Le temps est aussi une dimension de ce qui nous dévore. Hein. C'est Chronos, hein, après tout, qui est le premier, si je puis dire, dieu du temps, et qui dévore ses enfants. Donc le temps a cette dimension de destruction. Et au fond, comment est-ce que l'on peut se consoler, ou comment est-ce que l'on peut se réconcilier avec le temps? Et là, la philosophie a proposé, au moins dans la période prémoderne, avant le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, un certain nombre de remèdes, et en particulier un que je vais développer. Je voudrais aussi expliquer dans un deuxième temps, enfin après, pour finir d'ailleurs, pourquoi au fond ce remède aujourd'hui ne fonctionne plus. Alors pour le comprendre, il faut se référer à un style, un registre littéraire qui a un peu disparu, qui était très puissant ou très présent dans la philosophie antique et encore médiévale, qui était le registre ou le genre de la consolation. C'est-à-dire, le modèle est presque toujours le même, un philosophe ou un représentant de la philosophie, parfois la philosophie elle-même, hein, c'est le cas par exemple dans la Consolation de Goès, où il y a une incarnation féminine d'ailleurs de la philosophie, la sagesse, ou l'amour de la sagesse, s'adresse à quelqu'un qui a perdu, en général un être cher, ou qui a perdu sa liberté, parce que c'est le cas de Sénèque par exemple, dans une consolation qu'il s'adresse à lui-même lorsqu'il est mis en prison, mais généralement c'est plutôt lié à la perte d'un être aimé, en général, la perte la plus douloureuse, celle qui justement fait se ressortir la temporalité dans sa dimension de scandale, c'est la perte d'un enfant. C'est-à-dire une perte où le temps n'est pas respecté, si je puis dire, où l'ordre du temps, l'ordre normal, si on peut dire, du temps, l'ordre biologique même du temps n'est pas respecté, c'est-à-dire la perte que ressent ou qu'éprouve une mère ou un père de son enfant. Et il y a un texte très beau que je vous incite à lire si cela vous intéresse, et j'espère que cela ne vous intéresse pas pour la raison qui est indiquée, mais c'est la Consolation à Marcia, M-A-R-C-I-A, qu'écrit Sénèque, et Marcia est précisément une mère qui vient de perdre son fils. Et le texte de Sénèque, mais qui épouse en fait la stratégie habituelle, la plus constante de la consolation par rapport, alors c'est pas le temps perdu, mais c'est quand même quelque chose du temps qui a été perdu, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir.
pour celui, en l'occurrence le fils ici, qui est mort, et pour sa mère. L'une des thèses, Sénèque est un penseur stoïcien, du stoïcisme, c'est de dire, par rapport au temps, que la dimension du temps qui est la plus immaîtrisable, la dimension du temps sur laquelle nous avons le moins de pouvoir, et donc qu'il faut le plus neutraliser si l'on veut ne pas être malheureux, la dimension du temps donc que nous ne maîtrisons pas, c'est l'avenir. Et par conséquent, il faut travailler sur soi, utiliser ce que Michel Foucault appellera plus tard, mais à propos des stoïciens, des techniques de soi, qui consistent à neutraliser autant que possible l'avenir, la peur, l'angoisse, peut-être même, on en parlait tout à l'heure, l'ennui, parce que l'avenir, c'est précisément ce sur quoi je ne peux pas agir. Alors par exemple, l'une des techniques de soi, je vais revenir à la consolation, mais l'une des techniques de soi, on pourrait juger de son efficacité, mais elle a en tout cas, je crois, des répercussions contemporaines, collectives, peut-être plus qu'individuelles. L'une des techniques de soi fétiche des stoïciens, c'est ce qu'ils appelaient la préméditation du mal, c'est-à-dire on prévoit le pire. C'est-à-dire que comme je ne sais pas ce qu'est l'avenir, j'envisage d'emblée que le pire de toutes les hypothèses qui sont possibles dans ce qui me concerne va se réaliser, c'est déjà réalisé. Autrement dit, le moment où... Parce que le grand malheur, au fond, le grand prototype du malheur pour les stoïciens, c'est pas seulement le fait de perdre un être aimé, c'est pas seulement le fait de tomber malade, c'est pas simplement le fait même de mourir, c'est d'être surpris par le malheur. C'est-à-dire un malheur qui est redoublé par le fait qu'il a fait événement. Autrement dit, alors c'est évidemment une leçon de vie peut-être difficile à manier, si vous voulez ne pas subir le malheur du malheur, c'est-à-dire la surprise, mauvaise surprise du malheur, considérez qu'il est déjà advenu. Et ça va très loin, chez Sénèque, ça veut dire, vivez comme si vous étiez déjà mort. Au moins, vous êtes sûr qu'il ne vous arrivera rien de grave. Ou vivez comme si les personnes que vous aimez le plus, vous avez déjà trompé, trahi, ou étaient elles-mêmes déjà mortes. Ça, c'est la préméditation du malheur, qui vise donc à neutraliser l'avenir comme ce qui est immaîtrisable. Ça serait une sorte de catastrophisme. C'est pour ça que je disais qu'il y a des échos contemporains mais collectifs. Le principe de précaution porté à l'absolu, si vous voulez. On considère que le pire est déjà advenu, et par conséquent, et on agit en fonction de cette croyance, et en fonction de cela, évidemment, on ne risque plus d'être surpris par le mal, et par conséquent, d'autant plus malheureux que l'on est surpris. Je reviens maintenant, alors ça c'est pour les gens qui n'ont pas encore souffert, si vous voulez, mais je reviens à Marcia, qui elle, le mal a déjà eu lieu, le malheur s'est déjà battu sur elle, puisque son fils est mort. Et vous avez peut-être déjà compris que si la dimension du temps que l'on perd le plus facilement, la plus immaîtrisable, c'est l'avenir, alors quelle est la dimension du temps sur laquelle on peut s'appuyer comme étant, elle, en revanche, certaine? C'est le passé. Alors que va dire Sénèque, que disent les consolations en général stoïciennes, mais que dit Sénèque à Marcia? Il lui dit en substance, il est vrai qu'il n'y a plus d'avenir avec ton fils, il est vrai que ton fils n'est plus présent, autrement dit, il n'est plus dans la dimension temporelle du présent, il ne sera plus dans celle de l'avenir, mais il a été dans celle du passé. Autrement dit, ta mémoire de lui, ou de sa présence, doit te servir de baume. C'est-à-dire que la mémoire, j'insiste sur ce terme, par rapport à ce qui est perdu, au temps perdu, la mémoire, quelle est la puissance de la mémoire, qui va être en quelque sorte magnifiée par les stoïciens, mais qui avait déjà été en un sens avant par Platon, c'est la puissance de la réminiscence, c'est-à-dire que la mémoire est capable de rendre présent, bien sûr sous la figure d'un souvenir, ce qui est absent. En l'occurrence, de rendre présent par le souvenir le fils de Marcia qui, effectivement, en tant qu'être de chair et de sang, est absent de l'expérience. Alors pourquoi est-ce que le passé est un motif de consolation? Parce que le passé, justement, à l'inverse de l'avenir, j'en ai une maîtrise, c'est-à-dire, alors concrètement, si je puis dire, il conseille à Marcia de prendre quelques souvenirs heureux, joyeux, de son fils,
de sceller, toujours par ces systèmes de techniques de soi, comme tout à l'heure la préméditation du pire, de se le rendre présent, et d'une certaine manière, au point, d'une certaine manière, de viser à une sorte de confusion entre la présence sous la forme du souvenir et la présence réelle. Et il y a une très belle image, non pas cette fois-ci de Sénèque, mais de Plutarque, qui se réclame aussi du stoïcisme, qui dit, enfin, qui exprime que la mémoire, c'est notre coffre à trésors. C'est-à-dire, les souvenirs sont comme des pièces d'or, si vous voulez, qui sont déposées dans un coffre, qui sont à disposition. On ne peut pas nous les enlever, enfin, sauf évidemment maladie de dégénérescence de la mémoire, mais tant que nous ne sommes pas amnésiques, au fond. Ce qui a été vécu, et le sujet ne peut pas être dépossédé de ce qui est passé. En revanche, on l'a vu, il peut être dépossédé du présent, si on a perdu un être aimé, ou de l'avenir, qui lui, de toute façon, se figure toujours sous la figure de l'absence, ou se réalise toujours sous la figure de l'absence. Au fond, pour répondre au malheur actuel, il faut avoir la mémoire des jours heureux. Et revivifier toujours cette mémoire, en sorte qu'elle devienne, en quelque sorte, une consolation à ce qui, dans le temps, a été perdu. La mémoire est donc consolante, c'est-à-dire qu'elle permet de rétablir un rapport apaisé aux choses et à nous-mêmes. Souviens-toi de lui, c'est souviens-toi de ce qu'il a été, qu'en tant qu'il a été, rien ne lui manque. C'est aussi cette dimension-là. Lorsque nous pleurons un être qui a disparu, ou que nous pleurons soit sa mort, mais même sa disparition amoureuse, parce que nous avons été quittés, par exemple, évidemment, on pleure toujours, c'est même la thèse, c'est en tout cas la thèse des stoïciens, on pleure bon, ce qui n'est pas là et ce qui aurait pu être. L'amour qui aurait pu être, ou la vie qui aurait pu continuer. Autrement dit, nos plus grands malheurs ont comme modalité grammaticale, si je puis dire, le conditionnel. Cela aurait pu être autrement. Eh bien, la réponse stoïcienne, c'est pas les seuls à répondre cela dans l'histoire de la philosophie, c'est de substituer au conditionnel, en quelque sorte, l'indicatif pur, hein, c'est-à-dire, non, cela a été passé, cela a été, mais au fond, c'est nécessaire que cela ne soit plus aujourd'hui. Donc, souviens-toi plutôt des beaux jours, des jours heureux. C'est encore un motif de la consolation aujourd'hui, hein, bon, je ne sais pas très bien quoi dire quand on console quelqu'un, puisque le fait de la consolation, c'est précisément de ne pas partager le malheur de l'autre directement, sinon c'est nous-mêmes qui devrions être consolés. Donc il faut trouver une parole ou un geste qui retrouve la tristesse de l'autre depuis un lieu qui lui est extérieur. Le consolateur, c'est toutes ces difficultés. Alors vous avez les très mauvais consolateurs, hein. Un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, ça c'est sûr que cette modalité-là est à éviter. Et puis vous avez d'autres mauvais consolateurs qui, eux, partagent à ce point votre tristesse qu'au fond, finalement, elle n'est plus, ou elle est prise comme un absolu. Alors disons que pour les stoïciens, le bon consolateur, c'est celui qui va justement pouvoir trouver des métaphores, des images, des techniques de soi, des conseils qui rapporteront la personne qui a été désolée, à la désolation, c'est ce qui suppose la consolation, à un moment, à un présent, qui est celui ici de la mémoire. Alors, comme tout est absolument perdu au niveau de la temporalité, je demande à Rosemary de me dire combien de temps il me reste à peu près, parce que je ne sais plus. Ah bon, d'accord, alors attention, là, il ne faut pas me dire ça. Alors, oui. Ah voilà, ce que je veux 10 minutes, oui d'accord, donc très bien, t'as bien fait de préciser. Alors, donc, le modèle de la consolation, retenons ça, c'est la mémoire et la réminiscence, qui est aussi un thème, évidemment, cartésien. Un thème, pas cartésien aussi, pardon, mais surtout platonicien, dans la philosophie antique et aussi, j'ai pas le temps de le développer, mais si vous avez probablement pour la plupart d'entre vous, ou des foi, ou des restes de foi, ou des connaissances religieuses, qu'est-ce que dit Jésus? Vous ferez cela en mémoire de moi. La mémoire, hein, l'Eucharistie, la mémoire, c'est la faculté religieuse par excellence, c'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de rendre présent le Dieu absent, encore un terme de Pascal d'ailleurs, eh bien, c'est la mémoire. Alors, il s'est passé quelque chose avec les modernes, j'ai 10 minutes, donc je vais vite, c'est que nous avons, par rapport à ce temps perdu, à cette primauté du passé, à cette révérence à l'égard du passé, nous avons, au fond, douté de cette capacité de la mémoire à nous consoler. Pour quantité de raisons qui tiennent en partie d'ailleurs aussi à l'affaiblissement
des motifs métaphysiques et surtout ici religieux. C'est-à-dire qu'on ne considère plus que, spontanément en tout cas, bien sûr il y a des gens qui croient encore, mais socialement, majoritairement, on ne considère plus que le passé est sûr. Le passé, c'est la dimension, parce qu'il aura été celui de la révélation, il aura été celui du salut, enfin celui en tout cas de l'annonce du salut, de la rédemption. On ne considère plus, je vais tout de suite revenir à des aspects plus psychologiques, mais la modernité se fonde sur une rupture temporelle qui fait que la tradition, le passé, l'ancestralité ne sont plus considérés comme des autorités absolues. Autrement dit, il y a une perte d'efficience de la mémoire. Et d'ailleurs, on pourrait, je ne peux pas le faire ici, je l'indique simplement, mais on pourrait considérer que les grands penseurs modernes, et peu échappent, à mon avis aucun n'échappe d'ailleurs vraiment à cette dimension, eh bien sont tous critiques à l'égard de la mémoire. C'est le cas de Descartes, l'un des premiers philosophes contemporains, enfin de la modernité, pardon, jusqu'à Freud. C'est-à-dire, au fond, la question du souvenir que Freud pose, c'est de savoir est-ce que nous sommes bien sûrs d'avoir vécu ce souvenir. Est-ce que ce souvenir qui nous taraude, qui éventuellement nous torture, qui parfois nous console, on l'a vu, suis-je bien certain que cela renvoie, ce qui est le préalable, ce qui est le présupposé de ce que disaient les stoïciens, à quelque chose qui a été présent, certain. Alors, il y aurait quantité de raisons, je n'ai pas le temps de les développer pour expliquer pourquoi nous avons moins confiance dans notre mémoire. Je vais simplement citer un texte d'un philosophe contemporain, Adorno, qui dit, évidemment, le temps perdu, bon, j'ai essayé d'éviter d'en parler trop parce que c'était un peu attendu, bon, ça fait penser à Proust, recherche du temps perdu. Et dans un texte où Adorno, un philosophe allemand, commente justement Proust, il dit, oui, ce modèle de la réminiscence heureuse, hein, pensez à la Madeleine de Proust, eh bien, il peut encore fonctionner aujourd'hui dans la modernité, mais s'il est involontaire. Et effectivement, la Madeleine de Proust, c'est ce moment où le temps perdu revient, par le goût de la Madeleine, le temps perdu c'est le temps de l'enfance, eh bien c'est involontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une mémoire qui cherche justement à se souvenir de ce qui a été vécu par Marcel ou par le petit Marcel dans son enfance, c'est involontairement à l'occasion d'une sensation qui est celle de la Madeleine que tout d'un coup revient le temps de l'enfance, avec la certitude qu'il a été vécu. Mais Adorno ajoute, oui, mais en revanche, la mémoire volontaire, et rappelez-vous, les stoïciens, c'est ce qu'ils voulaient, hein, ils voulaient que les gens malheureux, ou tristes, ou endeuillés, eh bien, se souviennent de ce qui a été vécu. Cette mémoire volontaire, dit Adorno, nous avons toute raison de nous en méfier plutôt que de croire qu'elle va nous consoler. Et il prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait se souvenir, ou qui cherchait à se souvenir, justement, d'un amour qui vient de se terminer. Et il écrit, Adorno, celui qui a aimé et qui trahit l'amour, autrement dit, ici, un homme qui est parti, celui qui a aimé et qui trahit l'amour ne nuit pas seulement à l'image du passé, mais au passé lui-même. Alors, cette formule un peu dense, un peu étrange, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et on voit bien que là, on va voir que c'est l'opposition totale par rapport aux stoïciens. Les souvenirs qui viennent au moment où l'on vient de se faire quitter, par exemple, pour ne pas prendre toujours l'exemple du deuil et de la mort, enfin c'est une petite mort en un sens, ces souvenirs, dit Adorno, et je crois c'est vrai, plutôt que d'être consolants, sont bien plutôt torturants. Et il écrit Adorno, pourquoi? Parce qu'ils vont être réinterprétés du point de vue du présent. Le présent, c'est celui de la rupture, et le souvenir, c'est, ah oui, mais elle ou il, dans le passé, ne manifestait-il pas déjà des signes d'éloignement, de traîtrise, de tromperie? Et Adorno écrit, un mouvement d'impatience au moment du réveil, une certaine absence dans la voix, une légère hypocrisie dans le plaisir. Ça, c'est les souvenirs, je me souviens de cela, et je relis le passé à l'aune du présent. Ah, vous allez me dire quel est le rapport avec la modernité? Pourquoi est-ce qu'on pouvait se souvenir, les stoïciens pouvaient-ils se souvenir, ou pouvaient-ils prétendre se souvenir d'un passé où j'étais sûr d'être aimé, où j'étais sûr de la présence de l'autre? Et pourquoi les modernes, eux, auraient-ils avec la mémoire un rapport beaucoup plus conflictuel? Pourquoi la mémoire, bien souvent, il y a des pathologies de la mémoire plutôt qu'une consolation? Pourquoi est-ce que ce serait lié à la modernité? Eh bien, parce que là aussi, Étienne Klein connaît ça mieux que moi, il en parlera peut-être demain, parce que désormais, nous avons, c'est ça la rationalité moderne, je m'excuse de le dire aussi brutalement et simplement, c'est le principe de causalité.
c'est-à-dire c'est cette idée de causalité mécanique, c'est-à-dire efficiente, c'est-à-dire les faits, le présent c'est les faits c'est que j'ai été quitté, dans l'exemple qu'il prend. Cet effet a des causes. Ces causes sont où? Dans le passé. Autrement dit, si je relis, si je me souviens de ce qui a précédé la rupture, si j'en suis la victime, si je me souviens de ce qui a précédé la rupture, j'aurais beaucoup plus de mal qu'un antiquisant, ou enfin non pas un antiquisant, un antique je dirais, à y voir une présence absolue et inconditionnelle de l'autre. J'aurais beaucoup plus tendance à y voir déjà ces signes d'absentement, ces signes d'absence, ces signes éventuellement de trahison. Alors, est-ce que du coup, pour nous, le temps perdu ne se rattrape guère, si je puis dire, si je voulais citer une chanteuse. Ah ben, je dirais le temps perdu, effectivement, là je continue cette chanson, elle va me monter, maintenant j'aurais pas dû ça, elle ne se rattrape plus. Parce que nous avons une défiance à l'égard de la mémoire. D'abord, nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit juste, sûre, certaine, établie, et surtout parce que le passé est envisagé comme ce qui explique le présent, et si nous partons du présent douloureux, alors nous sommes évidemment amenés à tenter d'y trouver des annonces, des signes, des anticipations dans le passé. Est-ce que pour autant les modernes ont renoncé à toute forme de consolation? Alors, je vais le dire rapidement, même si la thèse est un peu générale, comme ça, et brutale, je dirais que ce qui fait de nous des modernes, et peut-être aussi la crise de la modernité, c'est qu'on a substitué à la mémoire l'imagination, et à la référence au passé, la référence au futur. La modernité, elle a une dimension en elle utopique, c'est-à-dire que face au temps perdu, c'est-à-dire par exemple à l'injustice politique, mais aussi à la souffrance que nous sommes en train de subir, qu'elle soit celle d'un deuil, celle d'un désamour, celle d'une tristesse quelconque, si je puis dire, c'est l'avenir qui peut devenir consolateur en tant, rappelez-vous que c'était la dimension qu'il fallait absolument neutraliser chez les stoïciens, en tant que l'avenir, pour les modernes, il est supposé être ouvert. On peut imaginer un avenir autre, meilleur, même si aujourd'hui, peut-être c'est pour ça que nous sommes plus modernes, mais là, ça aurait été la troisième partie que j'avais prévue, mais là, les livres seront totalement... j'aurai pas le temps, on pourra en discuter, peut-être que nous sommes plus modernes parce que l'avenir nous apparaît bouché, mais ce que je voudrais quand même indiquer, pour finir sur une note peut-être un peu plus optimiste par rapport au temps et au vécu du temps, c'est que le temps, c'est une dimension qualitative, j'ai essayé de le montrer. On ne vit pas le même temps de manière objective si on s'ennuie ou si on se divertit, si on est malheureux ou si on est en référence avec un passé qui ne passe pas, etc. Mais c'est aussi le temps, si j'ose dire, une dimension historique. Le temps change de statut dans la période historique. Et dans la période moderne, l'avenir prend le pas sur le passé, parce que le passé, c'est le passé de la tradition, c'est le passé qui peut être douteux, c'est le passé de ce qui demande à être répété alors que la modernité veut inventer. J'en prends comme seul signe en philosophie le fait que Kant, qui est le philosophe des Lumières par excellence, le philosophe de la modernité en ce sens, et de la transformation, disons les Lumières au sens d'un projet de transformation du monde dans le sens d'une plus grande égalité, d'une plus grande liberté, d'une plus grande justice entre les hommes, eh bien il a écrit dans un texte qui s'appelle L'idée d'une histoire universelle, d'un point de vue cosmopolitique, un titre interminable, il a écrit que le progrès, c'était une catégorie de la consolation. Il dit c'est une perspective consolante sur l'avenir, le progrès. Alors c'est un peu étrange de dire du progrès, de la croyance que l'avenir sera meilleur que ne l'est le présent, d'en faire une catégorie de la consolation, précisément parce que on a trop pris l'habitude, je crois, de considérer que la modernité, les Lumières, c'est un progrès extrêmement, c'est une espèce d'une croyance dogmatique dans le progrès. Qu'est-ce que veut dire Kant ici? Il veut dire, au fond, la chose suivante, je crois, nous ne pouvons plus nous référer au passé comme à quelque chose qui nous apaisera quoi qu'il arrive, pour toutes les raisons que j'ai essayé d'indiquer. Qu'est-ce qu'il nous reste comme dimension du temps qui nous permettent de ne pas simplement d'une certaine manière, nous ennuyer devant la perte ou devant la tristesse, ou de rester fixé en quelque sorte sur l'injustice du présent. Bien précisément un avenir en tant qu'il est ouvert. C'est-à-dire que l'avenir, qui jusque-là était considéré comme la dimension la plus angoissante du temps, va être celle qui va être investie
par les modernes, par les Lumières en particulier, investie par l'espérance. Il faut voir l'histoire et l'idée que l'histoire a un progrès ou qu'elle suit un progrès, non pas avec une certitude, non pas comme un savoir, mais comme une catégorie de l'espérance ou de la consolation, comme le dit Kant, c'est-à-dire cette idée que finalement c'est l'ouverture du futur qui nous garantit le fait que le temps n'est pas pour nous totalement perdu. Rattraper le temps perdu, alors ici en matière politique, hein, on s'est éloigné un peu de la dimension amoureuse et affective, mais peut-être ça vaudrait aussi au niveau individuel. Rattraper le temps perdu, c'est avoir conscience que nous sommes acteurs de notre propre histoire, que l'avenir est ouvert parce qu'il est incertain, et que parce qu'il est incertain précisément, il est ouvert. Autrement dit, et ça fait peut-être transition vers ce dont parlera Étienne Klein demain, la modernité c'est bien un moment où le temps, en un sens, s'accélère, c'est bien un moment où le futur, le progrès apparaît comme déjà présent. Qu'est-ce que c'est croire dans le progrès? C'est croire que le présent, le futur est déjà présent, en quelque sorte. Hein. J'affirme qu'un monde meilleur est d'ores et déjà possible. Et alors pourquoi, et je finis là-dessus, l'imagination s'est-elle substituée, l'utopie s'est-elle substituée ou l'imagination à la mémoire? Parce qu'il y a un point commun entre l'imagination et la mémoire. Ce sont deux facultés qui nous permettent de rendre présent l'absent. Simplement, la différence, c'est que la mémoire nous rend présent l'absent passé. D'accord? La mémoire, le souvenir, c'est rendre présent ce qui a été vécu, ou plutôt maintenant, comme moderne, nous dirions ce que nous pensons, croyons avoir vécu. L'imagination, elle aussi, l'image, cette fois-ci, pas le souvenir, l'image, c'est quelque chose qui vient à la place de la chose. D'accord? J'ai l'image de ce verre, à défaut d'avoir le verre. Mais c'est bien donc quelque chose qui rend présent sous la forme d'une image ce qui est absent. Or, pour se consoler du temps perdu, il faut rendre présent l'absent. Et les deux grandes formes de présentification, pardon ce mot affreux, de l'absent, c'est la mémoire et l'imagination. Il y a une différence fondamentale, c'est que l'imagination est plus libre. La mémoire, c'est toujours la recherche d'un souvenir adéquat. J'essaie de me souvenir d'un autre, d'un événement, d'un acte, d'une date, n'importe quoi, et il faut que mon souvenir ressemble, d'une manière ou d'une autre, à la chose dont il est le souvenir. L'imagination, et c'est la grande force de la modernité, à mon sens, par rapport à l'Antiquité ou à la période dominée par le christianisme, eh bien, l'imagination, c'est aussi sa faiblesse, c'est sa force et sa faiblesse. Elle, l'image, n'a pas besoin de ressembler, d'une certaine manière, puisqu'elle invente, elle crée. Et je dirais que nos manières de répondre au temps perdu et à ce que nous avons perdu dans le temps, désormais, elles sont, ou elles relèvent des puissances de notre invention, ce qui les rend à la fois plus fragiles, mais certainement aussi plus intéressantes à vivre et à espérer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Michael. C'est très intéressant que ta conférence vienne après le Café Philo, parce que pour tous les gens qui ont assisté au Café Philo, qui portait sur l'impuissance vis-à-vis du temps et le problème de savoir si on avait un pouvoir sur le temps, tu nous as donné vraiment dans des éclairages différents d'ailleurs de ceux du Café Philo par un certain nombre de points. Alors, tu dis finalement que la grande différence qu'il y aurait entre les anciens et les modernes, c'est que les anciens croiraient finalement, disons, à la mémoire comme possibilité de consolation par une revivification au présent, disons, du passé, alors que les modernes ne croiraient plus, disons, à ce sauvetage par le passé, mais seraient plutôt orientés vers le futur, parce que le futur, on ne sait pas exactement ce qu'il sera, mais on peut essayer de l'imaginer pour le rendre désirable, c'est-à-dire un futur désirable. Voilà. Et ce sera l'idée du progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès? C'est un futur désirable. Alors, le problème, sommes-nous toujours dans la modernité? C'est l'interrogation que je voudrais un peu te renvoyer. Parce qu'en fait, le progrès elle a pris un sacré coup. Hein. Depuis, disons, un certain temps, notamment, disons, au XXe siècle, avec les grands totalitarismes, mais au XXIe siècle, maintenant, avec la crise climatique,
la crise actuellement, disons, de la démocratie, la crise sanitaire avec le Covid, etc., etc. Donc les guerres qui s'accélèrent, disons, à l'heure disons, actuelle, et on est plutôt actuellement en panne de futur. Et quand on est en panne de futur, aussi on est en panne de désir. Il semblerait d'une certaine manière qu'on se heurte finalement à une absence de sens et une impossibilité à l'homme de pouvoir donner un sens qui lui donne quelque part, disons, un avenir désirable. Alors, on peut appeler ça la postmodernité. Alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu? C'est pas une objection, mais c'est une question, à savoir est-ce que le raisonnement dont on voit bien comment il se prolonge depuis l'Antiquité avec ses valeurs, etc., jusqu'à la modernité avec l'idée de progrès, est-ce que tu crois toujours, toi, par exemple, à l'idée de progrès? Est-ce que c'est possible, même aujourd'hui, d'avoir un désir alors qu'on est complètement dans la sinistrose? Voilà ma question. Merci. Alors je distinguerais justement le progrès du progressisme. Alors évidemment, c'est des choses qui mériteraient beaucoup de développement, mais ce qui est mort, et ce qui d'ailleurs est mort sans que l'on ait besoin, à mon sens, de le regretter, c'est la croyance, alors progressiste, c'est-à-dire dans une automaticité du progrès. Qui effectivement était, elle n'est peut-être pas aussi présente qu'on dit, mais enfin elle a caractérisé un certain nombre, non seulement de philosophie, mais d'idéaux politiques, en particulier au XIXe siècle. Cette idée qu'en particulier il y aurait une automaticité une relation automatique, je dirais, entre les progrès de la science en particulier, et des techniques, et une certaine amélioration morale de l'être humain. Donc ça, c'est mort, mais je dirais d'une certaine manière, comme c'était déjà infidèle à l'idée de progrès, parce que l'idée de progrès, et pas le progressisme, c'est plutôt l'idée, ou la croyance, effectivement, je dirais plutôt la croyance, l'utopie, l'imagination, de ce que l'avenir va être fait aussi par les hommes. C'est ça une grande différence aussi entre l'Antiquité, la période prémoderne et les modernes, c'est que, évidemment, même le passé avait cette dimension très forte et très puissante, il l'a encore par exemple dans un certain nombre de religions, parce que le passé est passé, on ne peut plus y toucher, il est donc présent, il ne peut pas être transformé. L'avenir, ça c'est quand même aussi, alors c'est cette idée-là de l'avenir et du progrès, ou de la modernité que je conserverai aujourd'hui, c'est l'idée que l'avenir, on peut y croire dans la mesure où nous allons le faire, en partie. Évidemment pas de manière souveraine, pas indépendamment. Alors là, je vais quand même dire un mot évidemment du réchauffement climatique, mais alors cette idée-là du progrès qui fait que ça pourra aller mieux demain précisément, enfin ça pourrait être plus juste demain, précisément parce que demain va supposer la collaboration d'un certain nombre d'êtres humains et l'action ou la coaction d'un certain nombre pas d'un certain nombre, en principe de tous les êtres humains, c'est pas une idée irréaliste. Évidemment, ce qui est irréaliste, c'est de croire que ça va être automatique, alors qu'en fait, on constate que la plupart des êtres humains ne participent pas, parce qu'ils sont mis hors d'état de le faire, à la construction de cet avenir. Alors, il est vrai qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui spécifiquement sur, en particulier, ce qui fait que le réchauffement climatique, typiquement, dont je suis en train d'ailleurs de subir ici sur scène un certain nombre des effets, enfin bon, le réchauffement fait que, au fond, nous ne sommes plus maîtres à bord. Bon, ça c'est vrai. Et d'une certaine manière, peut-être même on peut dire que c'est le fait d'avoir voulu être maître à bord, ou comme maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes, qui peut expliquer pourquoi la technique, l'industrialisation, la pollution, etc., nous en sommes rendus là où nous en sommes. Mais il y a un aspect quand même qui me rend, si j'ose dire, nostalgique du progrès. C'est que le progrès, c'est pas l'innovation, comme on le dit, c'est pas un impératif toujours de nouveauté. Il y a des réformes, on le voit bien politiquement, des nouveautés qui ne sont pas des progrès, qui sont des régressions en vérité. Je ne pense pas qu'on puisse se passer, ni politiquement, ni du point de vue sans doute aussi individuel, de cette catégorie, parce qu'elle est une catégorie du jugement. Si on veut juger de régression sociale, politique, individuelle, psychologique, pourquoi pas, il faut bien le faire à l'aune de ce que pourrait être un certain progrès. Et puis l'avantage aussi du progrès, c'est que c'est pas, ça j'ai pas eu le temps de le développer, c'est pas ça ne veut pas dire que le passé ne joue plus aucun rôle. D'une certaine manière, je pense ici à un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin, on peut lire le passé depuis le progrès, si je veux dire. C'est-à-dire lire le passé dans ou lire dans le passé historique ce que Benjamin appelle des possibilités qui ne sont pas advenues. Alors, il pense par exemple à la Commune, à un certain nombre d'événements comme ça, de politique, qui marquaient, en tout cas à ses yeux et aux miens, un progrès, mais qui ont
été détruits, qui ne se sont pas produits, qui ont été même massacrés pour ce qui est de la commune. Donc on peut aussi se servir de l'imagination pour interroger le passé. Et c'est ce qu'au font un certain nombre d'historiens, des utopistes, c'est-à-dire ils se posent la question de savoir si le passé c'est vraiment ce que l'on dit, c'est-à-dire la somme de ce qui s'est passé de manière nécessaire, ou si l'on ne peut pas aussi envisager le passé du point de vue des possibles non accomplis qu'il a réalisés, avoir une utopie du passé. Moi il me semble que, à la fois pour lire le passé autrement que comme le chemin qui nous mène à notre présent qui serait considéré comme un absolu, ou aussi bien que pour envisager l'avenir, eh bien il faut une imagination, je ne dis pas forcément utopiste, mais effectivement qui se maintient à cette idée d'un mieux ou d'un meilleur ou d'un progrès. Merci beaucoup. Alors tu peux... Et tu gères le temps aussi, donc Pierre, voilà. Tu peux poser une autre question, sinon la salle a la parole. Alors, il faudrait que le micro marche. Là, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais une question. Vous avez parlé de la vision pascalienne du divertissement qui permettrait d'oublier en fait notre mortalité. Et j'ai l'impression qu'en fait ça ne suffit pas forcément à oublier tous les problèmes de la condition humaine, dans le fait où, disons que la régularité ou la cyclicité de certains événements, d'activités humaines par exemple, y compris le divertissement, peut aussi conduire des fois à une angoisse, une forme d'angoisse et une forme de sentiment que la vie peut être dénuée de sens. Et qu'est-ce que vous avez comme pensée sur le lien entre cette cyclicité des événements dans le temps et l'angoisse que ça peut apporter? Merci. Alors, de ce que j'ai compris de votre question, ce qui pourrait être angoissant et qui serait à un sens distinct du divertissement, c'est plutôt ce qu'en psychanalyse on appellerait la compulsion de répétition, c'est ça? C'est-à-dire le fait de répéter toujours les mêmes choses. Alors, bon, je ne suis pas spécialement pascalien, je pense que sur le divertissement, il a une très belle analyse du divertissement, peut-être sur la cause du divertissement, l'angoisse de mort, là je le suis vraiment, mais pour répondre un peu dans son sens, il me semble quand même que ce qui peut être angoissant, en tout cas la compulsion de répétition, à ce qu'on appelle les TOC aujourd'hui, quand Freud analyse cela, en particulier en lien avec la religion, il dit que c'est un rite personnel, un rite individuel en quelque sorte. D'ailleurs, il fait de la religion une névrose obsessionnelle. Hein, bon. Il dit que ce qui est angoissant quand même là-dedans, c'est plutôt que le rite échoue. C'est-à-dire celui, alors bon, les TOC, ça peut être beaucoup de choses. Quelqu'un qui ressent le besoin de refaire 15 fois le même acte avant de pouvoir sortir le cœur un peu léger, si je puis dire. Et quand je dis 15 fois, je suis plutôt optimiste dans certains cas. C'est quelqu'un, alors on peut dire, c'est la répétition qui angoisse, ou alors on peut dire, et ça me semble être, mais bon, j'ai pas de connaissances spéciales plus que ce que je dis là sur les TOC ou les névroses obsessionnelles, c'est plutôt le fait de considérer qu'on ne l'a jamais fait parfaitement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir, un peu comme dans un rite religieux, s'il y a le moment qui s'effondre, le moment de l'effondrement, c'est le moment où on ne tient pas la place qu'on doit tenir dans le rite, il y a tout d'un coup un désaccord. Donc là, on retomberait sur nos pattes pascaliennes, si j'ose dire, c'est-à-dire que ce qui nous angoisse, c'est justement lorsque le divertissement, pour une raison ou une autre, échoue, et nous ramène alors au propre néant, et on se pose la question de savoir pourquoi. Vous savez, c'est l'angoisse de Don Juan. Hein. Pourquoi est-ce que voilà, j'ai multiplié les chasses, si j'ose dire, amoureuses, pour in fine me retrouver face au commandeur et à la mort. Mais bien sûr, il y a aussi quelque chose dans la répétition, je dirais peut-être pas d'angoissant, mais de triste, mais à la fois rassurant et triste, dans un sens. Alors, c'est la différence entre s'ennuyer à quelque chose et s'ennuyer profondément de ne rien faire. Vous avez parlé du temps perdu et de l'ennui. Est-ce qu'il ne faut pas justement une période dans sa vie de s'ennuyer pour pouvoir créer ou imaginer, laisser la place à l'imagination? Je prends l'exemple par exemple dans l'éducation des enfants. On éduque beaucoup à faire beaucoup de choses. Et on voit que quand on s'ennuie, eh bien, on cherche à faire quelque chose. Voilà, enfin, c'est une interrogation que j'ai. Oui, merci. J'ai pas, évidemment,
Enfin, encore que Pascal, finalement, j'ai pas voulu faire une critique de l'ennui, au contraire, d'une certaine manière. En tout cas, Pascal ne la fait pas. L'ennui, c'est une manière de... C'est le seul rapport au temps sérieux, enfin, qui prépare en tout cas au sérieux. Après, pour répondre à votre question, d'après les exemples que vous prenez peut-être un peu plus précisément, il est clair... Alors, je ne sais pas s'il faudrait appeler ça l'ennui, mais bon, en tout cas, au minimum ou à minima, il faudrait appeler cela la décélération, parce que dans un univers social où on nous invite, d'ailleurs, on nous enjoint, on nous contraint même à une certaine productivité, une certaine, au fond, à remplir notre temps. Hein, rien n'est pire dans les CV des gens qui cherchent un emploi d'avoir des pages blanches, une année blanche. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faudrait appeler ça l'ennui, mais en tous les cas, en effet, enfin, certainement peut-être aussi l'ennui, c'est sans doute une dimension, vous avez raison, de la pédagogie, au moins une capacité, et un droit surtout d'ailleurs, à ne pas remplir son temps par des actions qui nous sont, ou des pensées même qui nous sont, ou des apprentissages qui nous sont rendus obligatoires. Il est clair que je ne pense pas qu'on puisse envisager un véritable apprentissage sans un moment d'ennui. Et même la lecture, non seulement apprendre à lire, mais apprendre à lire de la littérature, ça suppose certainement au départ un certain ennui, parce que c'est pas la même temporalité que celle des images, ou surtout des images à l'heure des réseaux sociaux. Et il faut effectivement s'ennuyer. Il faut, je dirais, enfin il faut, en tout cas je dis à mes étudiants, moi, d'accepter de s'ennuyer, de ne pas forcément comprendre les textes qu'ils lisent, et puis parfois je cite aussi, je crois que c'était Roland Barthes qui disait, à propos de Proust d'ailleurs, Le temps perdu, ce qui est bien, et c'était Roland Barthes quand même, professeur au Collège de France de littérature, il disait, ce qui est bien avec Proust, c'est qu'on ne saute jamais les mêmes pages. Donc on a aussi le droit de passer ce qui vous apparaît particulièrement ennuyeux. Quel lien entre le temps perdu et la perception du temps? Le temps perdu, c'est justement un temps perçu, hein, c'est-à-dire il est perçu comme ne passant pas, et toute la difficulté, c'est d'essayer de comprendre comment, à la fois, tout ce que nous percevons, nous le percevons dans le temps. Je perçois ce verre, cet autre verre, je perçois vos visages, donc je perçois dans le temps successivement, mais que le temps lui-même puisse faire l'objet d'une perception. C'est-à-dire qu'il y a des instants, des moments, plutôt des instants d'ailleurs, qui passent plus ou moins vite, parce que là j'ai insisté sur le temps long, le temps de l'ennui, mais évidemment il y a aussi des temps qui sont en général d'ailleurs des temps d'intensité plutôt joyeuse, qui passent vite. Et donc toute la difficulté, c'est de concilier le fait qu'on perçoive dans le temps, mais que le temps ne soit pas seulement un contenant pour un contenu, que lui-même fasse l'objet d'expériences, comme c'est le cas dans l'ennui. Donc de ce point de vue-là, le temps perdu, c'est un temps perçu comme perdu. Autre question? Bonsoir. Est-ce que le temps, à part tromper l'ennui, ne peut pas être aussi l'occasion d'amélioration? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas observer objectivement ce que l'on était dans le souvenir il y a une vingtaine d'années, observer les changements qui se sont modifiés en nous, et se servir de ce temps comme l'opportunité d'un changement, plutôt que juste pour occuper l'ennui? Et est-ce que le progrès, c'est pas la perspective de ce changement? Merci. Oui, alors le progrès ne va pas sans changement. Maintenant, le progrès suppose un changement qui soit une amélioration. Alors après, évidemment, il faudrait préciser le registre de cette amélioration, mais il est clair qu'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, l'idée de progrès est quand même une idée moderne, qui n'a pas d'équivalent dans l'Antiquité, où le mouvement circulaire était en quelque sorte le mouvement parfait. Hein, la modernité, là je dis les choses très vite, hein, mais déjà même le christianisme, mais le progrès suppose un temps linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un maintenant et un après, et que l'après sera considéré comme meilleur. Ce qui n'est déjà pas évident, parce qu'on peut avoir une conception circulaire du temps. Donc déjà le progrès suppose de valoriser la nouveauté. Après évidemment, il y a quand même une différence avec l'innovation qui considère ou qui pense, dans un point de vue beaucoup plus économique et sans doute quantitatif, que toute nouveauté
en particulier technique, disons, ou de type économique, marque un progrès. Le progrès, c'est une catégorie quand même aussi du jugement. Il ne suffit pas non plus d'accueillir la nouveauté ou le présent avec une sorte de naïveté. En revanche, vous avez raison, oui, il y a une valorisation de la possibilité du changement, mais moi je pense que le concept de progrès, moi je le définirais surtout comme l'idée que le temps n'est pas indifférent à nos libertés. Voilà. Il n'y a pas entre nos libertés, c'est-à-dire notre action plutôt que notre liberté, peut-être trop métaphysique, nos actions et le temps. Nos actions n'ont pas seulement lieu dans le temps, elles modifient aussi le temps. Et d'une certaine manière, alors si nous avons quitté en particulier, tu le disais, les croyances dans le progrès, c'est qu'on a quand même le sentiment d'un divorce entre le temps que nous subissons, nous avons l'impression que de facto, peut-être majoritairement nous subissons, et puis nos actions. Quoi. On a le sentiment de ne plus pouvoir agir sur notre histoire ou sur nos vies parfois. Mais ce sentiment, bon, je dirais qu'il se justifie sans doute par le présent, donc cela n'équivaut pas forcément à un aveu définitif d'impuissance, ou alors effectivement il faut se retourner peut-être selon vers la religion. Question. Vous êtes bien loin, j'arrive. Que penser actuellement, par rapport au temps, de tout ce qui est document de prospective? Par exemple, moi j'ai été surpris par un rapport qui a été fait là, par l'OCDE en 1979 qui s'appelait Face au futur, pour une maîtrise du vraisemblable et une gestion de l'imprévisible. Et alors, est-ce qu'on peut actuellement, justement, malgré tous les scénarios possibles, prévoir le futur, quoi, et le temps? C'est une question, merci, mais qui excède mes compétences. Bon, alors, est-ce qu'on peut prévoir le futur? On peut faire des hypothèses sur le futur. Il y a des probabilités plus ou moins grandes relativement aux scénarios, aux scénarii qui nous sont amenés. Bon, et si on lit les rapports du GIEC, par exemple, pour prendre un autre exemple, il y a plusieurs futurs, ils sont d'ailleurs tous assez catastrophiques, mais enfin, plusieurs futurs possibles, parce que, précisément, la variation de l'un à l'autre de ces futurs ou de ces scénarios possibles est quand même liée aux choses que nous ferons ou nous ne ferons pas, ou que les États feront ou ne feront pas. Si je prends l'exemple du réchauffement climatique, et vraisemblablement qu'ils ne feront pas d'ailleurs. Mais disons que après, il y a toute une science de la prospective, ou des futuribles, comme on dit parfois, dont il faut peut-être quand même se méfier. Il y a la dimension du futur, c'est quand même, me semble-t-il, sa contingence, quoi. C'est-à-dire qu'il pourra être autrement, ou qu'il pourra être, ou ne pas être d'ailleurs, ou être autrement que le présent. Donc, ou alors tous les experts, c'est toujours la tension entre la démocratie et le discours des experts. Les experts, et c'est leur rôle dans les rapports du style OCDE que vous avez cité, ou le GIEC ou autre, c'est leur rôle de faire de la prospective, c'est-à-dire de prévoir si les données sont constantes, ce qui se passera demain. Mais d'une part, les données ne sont pas constantes, il faut croire qu'il faut quand même espérer qu'on puisse les modifier, et puis d'autre part, il y a tout de même dans le temps aussi une dimension d'imprévisibilité qui fait à la fois, encore une fois, son angoisse, mais peut-être aussi sa chance, quoi. Un futur qui serait d'ores et déjà écrit, ça c'est aussi une grande question philosophique, le fatalisme logique ou pas, un futur qui serait d'ores et déjà écrit, je ne sais pas si ce serait une bonne nouvelle, mais ça impliquerait en tous les cas que l'on ne peut rien y faire. Vas-y. Oui, si on cherchait dans notre époque des traces de la modernité, malgré toutes les objections qu'on a faites contre l'idée du progrès, on la trouverait du côté des technophiles. Et de ce côté-là, la seule utopie à l'heure actuelle qui semble visible, c'est le post-humanisme ou le transhumanisme. C'est-à-dire cette idée finalement que la technique, la technologie pourra résoudre l'avenir de l'espèce et tous les problèmes, avec cette idée que l'homme résoudra les problèmes qu'il a lui-même créés, quoi. Alors, l'homme augmenté, c'est-à-dire l'homme qui serait... Il y a deux conceptions là, il y a
le transhumanisme qui fait que l'homme serait augmenté de toutes les technologies qui lui permettraient d'être plus efficace, ou bien alors, dans le cas du post-humanisme, on aurait affaire à ce moment-là à une autre espèce, quelque part un petit peu, disons, qui serait créée. Comment tu te situes, toi, finalement, par rapport à cette utopie moderne, hein, qui prolonge l'idée du progrès, par la technique, quoi? Alors, plutôt contre. Mais le post-humanisme, transhumanisme, bien sûr, c'est présenté comme des innovations, c'est présenté comme des progressismes, mais en tout cas, si on prend le transhumanisme, qui est un peu passé de mode d'ailleurs, maintenant on est plus dans le muskisme, mais enfin, c'est quand même cette idée ce fantasme d'ailleurs plutôt, qu'il ne se passe plus rien. C'est-à-dire, c'est quand même des rêves d'éternité, c'est que la mort ne fasse plus événement, que l'homme soit augmenté. Alors augmenté ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses capacités ou ses puissances soient multipliées au point qu'il ne soit plus, qu'il devienne un automate en quelque sorte, même de la puissance, autrement dit au détriment quand même de la liberté. Pour moi, c'est pas seulement que c'est un avenir qui me fait un peu que je trouverais horrifique, c'est que ça paraît presque contradictoire avec l'idée de progrès. Dans l'idée de progrès, il y a quand même l'idée d'un progrès à l'infini, quoi. C'est-à-dire, au fond, c'est la perfectibilité dont parlait Rousseau, c'est on ne sait pas, il n'y a pas un terme, et le terme, au fond, l'achèvement du progrès, ça c'est déjà une pathologie du progrès, l'idée qu'il y aurait un état, ou un transhumanisme, un état post-humain en quelque sorte, qui réaliserait la perfection. Progrès, ça veut bien dire progression, progressivité, pour le coup de temporalité, qui fait que le progrès, c'est une aventure. Bon, alors une aventure risquée, mais en tout cas une aventure qui ne se solde jamais dans un état qui soit un état de perfection. Une dernière question. Voilà, je ne suis pas philosophe, mais j'aimerais vous demander qu'en est-il du temps s'il n'y a pas de vie, en dehors de la vie? De la vie? Oui. Question philosophique, même très. C'est la question de savoir s'il y a, il y a une existence, une indépendance du temps à l'égard précisément d'êtres vivants ou d'êtres qui perçoivent le temps. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le temps avant la première trace de vie, peut-être même avant le Big Bang, ou est-ce que le temps est une dimension objective, absolue ou pas? Alors, eh bien, Étienne Klein répondra certainement à ces questions demain. Voilà. Ce n'est pas seulement une manière un échappatoire, mais je crois que c'est assez central dans sa réflexion. Il faut revenir demain. Voilà, il faut revenir demain. Maintenant, je donne juste ma conception. Le temps sans la conscience, alors je ne sais pas s'il faudrait dire la vie, mais le temps sans la conscience, c'est une chose que le temps d'avant la conscience, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, et là pour le coup, savoir des physiciens est plus... Imaginer, c'est encore plus difficile, oui, effectivement, d'ailleurs, mais... Bien. Madame. Alors là, je n'ai pas mis mes patins à roulettes, mais ça va être dur, j'arrive. Là, j'avançais. C'est la gueule. Moi, je voulais savoir si dans l'enfance, on avait un rapport au temps qui était différent, et justement avec l'absence peut-être de l'angoisse de la mort. Et est-ce qu'on pouvait revenir à ce rapport au temps qu'on a eu dans l'enfance? Merci beaucoup. C'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire. Donc ça tombe bon, mais qui s'appelle La Première Fois. Enfin, je ne fais pas de publicité parce qu'il sortira pas avant un an, on aura oublié. Mais alors, bon, du coup, ça m'est difficile de vous répondre sur l'enfance comme telle. Enfin, sur l'enfant plus exactement. Enfin, plus exactement, on peut le faire, mais c'est pas forcément au philosophe de faire, plutôt au psychologue de l'enfance. Et là, bon, je connais des choses parce que je travaille là-dessus, mais j'ai pas de compétences particulières. En revanche. Et je pense que c'est aussi une manière de répondre à votre question. Le rapport que nous entretenons avec l'enfance, y compris la nôtre, propre, en tant qu'adulte, et la possibilité qui est une possibilité profondément humaine, de retomber en enfance, comme on le dit, mais alors on le dit en général péjorativement, ou de remonter en enfance, comme on aimerait mieux le dire, c'est effectivement
quelque chose qui touche profondément à la nature du temps ou au fait que le temps pour l'être humain soit quelque chose de fondamentalement subjectif. C'est-à-dire que l'être humain, c'est l'être qui, pour toutes les raisons biologiques d'ailleurs, met beaucoup de temps à sortir de l'enfance. C'est ce qu'on appelle la néoténie, il naît prématuré. Le fait que on reste enfant très longtemps et on reste enfant tellement longtemps que parfois on peut le redevenir sous le mode de vivre au fond un peu sur le mode de la première fois d'un temps qui est celui au fond d'une certaine forme d'innocence. Donc je pense que, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le rapport au temps que nous avons en tant qu'adultes est déterminé en grande partie effectivement par l'enfance. Vous avez dit l'angoisse de mort, l'enfant ne l'a pas, là c'est le seul point sur lequel je serais peut-être forcément d'accord, il ne l'a peut-être pas dans les termes où nous l'avons, et c'est-à-dire en particulier avec la capacité relative d'ailleurs, de la penser ou de la nommer, mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas chez l'enfant déjà quelque chose qui peut-être fonde l'angoisse de l'adulte. En fait, mon idée c'est pas tellement de dire qu'il y ait à la fois des joies ou des angoisses dans l'enfance qui trouveront leur accomplissement dans l'adulte, c'est plutôt de dire que dans l'enfance, il y a des sentiments, des affects, des joies et des angoisses qui, d'une certaine manière, détermineront ce qu'elles seront ensuite au moment où nous pourrons mieux les nommer, peut-être mieux les comprendre, mais où elles garderont de l'enfance le point originaire de leur signification. Bien, mais écoutez, je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. On va remercier et applaudir Michael. Remercier aussi Michel. Et vous tous, je crois qu'on n'a vraiment pas perdu notre temps à attendre Michael Fossel. Et encore merci. On vous donne rendez-vous demain matin à 10h et avec Étienne Klein. Et donc la journée se poursuit demain et on espère que vous serez là. Voilà, passez une bonne soirée et à demain. Merci.